Et je vais pour commencer cette soirée en étant bref, pour parler des Einsatzgruppen, bien sûr, puisque c'est l'objet du procès de Nuremberg pour lequel il a été procureur en chef. Je vais tout simplement le citer lors de l'ouverture du 29 septembre 1947. Voilà exactement ce qu'il disait. Par une perversion radicale de la pensée, la doctrine nazie de la race des maîtres a mené à ce résultat-là. Nous montrerons que ces faits commis par des hommes en uniforme, voilà l'essentiel, étaient l'exécution méthodique de plans concertés pour détruire des groupes ethniques, nationaux, politiques et religieux qui étaient condamnés par la conception nazie du monde. Le génocide, l'extermination de catégories entières d'êtres humains était un instrument essentiel de la doctrine nazie. Fin de citation. Ce qui est essentiel dans ces quelques lignes de Benjamin Ferencz, c'est que déjà dès 1947, un grand nombre de contemporains, dont lui-même, avaient compris que l'idéologie était au cœur du système nazi et que le génocide n'était pas un à côté du nazisme, mais il en était même l'ossature, il en était le cœur même des événements de la guerre. Benjamin Ferencz, en quelques mots, est né en Transylvanie en 1920 et il a immigré très jeune, quelques mois seulement aux États-Unis avec sa famille. Il sort diplômé de droit de la faculté d'Harvard en 1943 et il rejoint l'armée américaine en pleine guerre, rejoint l'armée Patton, débarque en France en 1944 et après la fin des combats, il est transféré dans une unité de l'armée américaine qui est chargée d'enquêter sur les crimes de guerre commis par l'Allemagne. En décembre 1945, il est démobilisé, il rentre aux États-Unis, finalement il est rappelé. Il est rappelé pour participer en tous les cas aux différents. Vous savez qu'il y a eu plusieurs procès de Nuremberg durant 4 ans, de 1945 à 1949, sous la houlette du procureur Jackson et surtout du général Telford Taylor, qui supervisait les 12 procès de Nuremberg. Benjamin Ferencz a fait partie d'une cinquantaine d'enquêteurs américains qui étaient chargés d'enquêter sur ces crimes commis par l'Allemagne et à l'âge de 27 ans, donc en 1947 précisément, il est nommé procureur en chef pour le procès des Einsatzgruppen, qui est le premier procès consacré à ces groupes de tueurs. En quelques mots, qui sont les Einsatzgruppen, avant de passer la parole à Olivier Beauvalet et ensuite de voir les quelques minutes de film dont Sophie a parlé. Les Einsatzgruppen, contrairement à ce qu'on pense généralement, n'ont pas été créés uniquement pour l'Union soviétique en juin 1941. Il y a eu des Einsatzgruppen dès l'annexion de l'Autriche en 1938. Puis un pour l'Autriche, un pour les Sudètes, un pour la Bohème-Moravie. Pour la Pologne, il y en a eu 7. Ces Einsatzgruppen sont des unités de soldats qui ne font pas la guerre, qui sont chargés d'exécuter des civils, cadres politiques et juifs en particulier. Les 7 Einsatzgruppen en Pologne ont tué 60 000 civils, polonais, juifs et non-juifs, en l'espace de quelques mois, entre, disons, octobre 1939 et février 1940. Les Einsatzgruppen les plus connus sont bien évidemment ceux de l'Union soviétique. Il y en a 4 organisés en juin 1941, et c'est de cela dont on va parler. Et devant l'ampleur de la tâche, c'est-à-dire l'immensité du judaïsme soviétique à assassiner, il passe au nombre de 6 en août 1941, et les 3000 hommes de départ, qui sont tous volontaires et tous membres de la SS, très rapidement, sont insuffisants pour exécuter une telle tâche. Et très rapidement, des 3000 hommes, on passe à 5000, à 10 000, à 12 000, et bientôt à plusieurs dizaines de milliers. Mais ça ne va pas au-delà de 30 000 personnes, au grand maximum. Ces Einsatzgruppen, on pense qu'entre juin 1941, début de Barbarossa, 22 juin, et le 31 décembre 1941, ont tué près de 500 000 personnes. On pense aussi aujourd'hui, dans le bilan général de la solution, entre guillemets, solution finale, que les Einsatzgruppen sont responsables de la mort d'un tiers des victimes, 2 millions de morts environ. Donc le chiffre a été nettement sous-estimé pendant longtemps, y compris d'ailleurs par Raoul Hilberg. Aujourd'hui, on le réévalue à la hausse. On comprend que les massacres par fusillade de masse, mais aussi par d'autres méthodes, et beaucoup plus barbares encore, ont été bien plus importants que ceux qu'on avait estimés au tout début. Alors, qui sont les membres des Einsatzgruppen ? Au début, des membres de la SS fortement idéologisés. Ensuite, ça s'étend à des gens qui sont beaucoup moins idéologisés et qui sont membres essentiellement soit de la Waffen-SS, soit surtout un corps de la police allemande qu'on a peu étudié jusqu'à présent, en tous les cas dans l'historiographie française, c'est la police d'ordre, dirigée par Kurt Dahlhüge. C'est l'un des hommes clés du génocide et il est relativement peu connu, il passe souvent au second plan. Bon. Ce qui est frappant ce qui sera d'ailleurs montré dans le premier procès des Einsatzgruppen, parce qu'il y en a eu d'autres après, c'est qu'ils sont très peu nombreux dans le fond à tuer 2 millions de personnes, quelques dizaines de milliers, pas plus. Et c'est en particulier vrai lors de la première phase. Je rappelle que les Einsatzgruppen, pour mieux comprendre la soirée, se composent eux-mêmes de plusieurs commandos, 3 ou 4 Einsatzkommandos. Je rappelle que les Einsatzgruppen ont posé de gros problèmes au commandement allemand lui-même parce qu'un certain nombre d'hommes étaient atteints de véritables syndromes dépressifs,
Pendant longtemps, on estime que 10% des Einsatzgruppen ont été hospitalisés en psychiatrie durant les mois même de la tuerie. 10%. Que beaucoup se sont livrés évidemment à des beuveries, à beaucoup d'alcoolisme. Browning a très bien montré ça dans le 101e bataillon de police, encore que le 101e bataillon de police ne fait pas partie des Einsatzgruppen en tant que tel, au départ en tous les cas. Et dernier point à noter, les Einsatzgruppen, qui sont des unités mobiles de tuerie, c'est comme ça que Hilberg les traduit, et la traduction est très juste, vont se sédentariser à partir de 1942. C'est-à-dire que, alors qu'ils vont au-devant des victimes, première phase de la Shoah, qui est un massacre classique de type arménien, cette fois, on amène les victimes vers eux, et là, c'est l'une des caractéristiques de la Shoah, c'est que dans le fond, on amène les victimes de toute l'Europe vers les centres de tueurs. Un dernier mot. Le jugement du tribunal militaire international à propos des Einsatzgruppen, je cite, donc 1947, « La mort était leur outil, la vie leur jouet. Si ces hommes devaient rester impunis, alors la loi, c'est le sens de cette soirée, alors la loi perdrait toute signification et chaque homme devrait désormais vivre dans la peur. » Et au procès de Nuremberg numéro 3 concernant les juristes, vous savez qu'il y a eu des procès de juristes, de médecins, etc., au procès concernant les juristes, voici cette phrase de conclusion du tribunal, le poignard de l'assassin était caché sous la robe du juriste. C'est là aussi tout l'intérêt de se pencher sous un angle juridique sur ce qui s'est passé à Nuremberg. Je vous remercie. On passe la parole à Olivier Beauvalet. Merci beaucoup. La transition m'est d'autant plus facile que je vais essayer de présenter les spécificités juridiques qui font de l'activité de Benjamin Ferencz un moment exemplaire de l'histoire du droit. Benjamin Ferencz arrive à New York en 1920. Il arrive à Harvard, dont il va obtenir le doctorat en 1943, mais pas sur un sujet, pas non plus avec un directeur qui est inconnu. Le directeur de thèse de Benjamin Ferencz, c'est Sheldon Gluck, qui est le premier juriste à s'intéresser pendant la guerre au traitement que l'on doit réserver aux agresseurs nazis. Et il va paraître, sous la plume de Sheldon Gluck, un ouvrage sur les criminels de guerre et la guerre d'agression. Cet ouvrage, il est signé Sheldon Gluck, il est préparé par son assistant qui se trouve à côté de moi. Donc dès le départ, dès sa formation juridique, Monsieur Ferencz s'oriente déjà vers la spécificité du droit comme un moyen de protection des minorités, des gens qui sont oppressés par un pouvoir violent. C'était bien d'avoir le doctorat en 1943, c'était mieux de monter dans le bateau et de débarquer en 1944 à Sainte-Mère-l'Église. C'est ce que fait Benjamin Ferencz, alors même que l'armée américaine lui propose de rester encore un petit peu à New York pour passer son examen d'avocat. On passe donc aux actes. 1944, Benjamin Ferencz va débarquer à Sainte-Mère-l'Église et va faire en réalité toute la campagne jusqu'au Nid d'Aigle. Il va rejoindre ensuite une unité spéciale dont je vais parler un petit peu, mais parce qu'il va me falloir faire un choix. On pourrait parler de Benjamin Ferencz autour d'à peu près 1000 facettes, et j'en vois au moins 78 sur le site www.benferenx.org, où vous trouverez les Benny Stories, qui sont de bons moments à lire. Je ne vais pas en faire 78, je vais juste aborder 3 petites facettes. Alors je vais commencer par vous évoquer celles que je ne vais pas présenter. Par exemple, j'ai à ma gauche le seul procureur que je connaisse ayant sauté d'un avion en flammes au-dessus de Berlin avec son épouse. J'aurais pu détailler aussi votre parcours militaire sous les ordres de Patton, qui vous a fait rencontrer aussi Eisenhower, et puis des soldats beaucoup plus improbables comme Marlène Dietrich. J'aurais pu en avoir encore beaucoup d'autres, mais je vous les laisse, ce sont les 76 autres. Je voudrais juste aborder 3 perspectives qui me semblent être la dimension juridique que l'on peut donner au travail de Benjamin Ferencz. La première facette, la première perspective, c'est Benjamin Ferencz et sa considération pour les disparus, les morts de la guerre. La première activité dans cette dimension-là, c'est peut-être à cause du doctorat, sans doute à cause de cela, et vous expliquerez même que le doctorat, qui n'est pas un titre militaire, fait de vous, caporal Ferencz, le spécialiste, alors que vous êtes commandé par des gens beaucoup plus gradés. Et vous allez commencer par
enquêter sur les crimes de guerre commis par les populations allemandes, en particulier au préjudice des victimes américaines, c'est-à-dire des pilotes ou des aviateurs qui avaient été abattus par les troupes allemandes. Une autre facette immédiate, c'est votre contribution, votre présence à la libération de très nombreux camps, en particulier Buchenwald, Dachau, Flossenburg et Mauthausen. Vous avez rejoint, dès votre démobilisation en 1945, l'équipe du procureur Jackson, comme procureur vous-même, en réalité d'abord en charge à Berlin d'un bureau spécialisé, détaché de l'organisation à Nuremberg, en charge des archives. En réalité, votre travail d'enquêteur, peut-être parce que vous étiez docteur, s'est beaucoup concentré sur les archives qui étaient disponibles à Berlin, qui restaient disponibles à Berlin après l'état de cette ville. C'est donc à Berlin que vous allez découvrir un ensemble complet d'archives absolument édifiant, qui est le compte-rendu officiel de l'activité des Einsatzgruppen. Vous avez obtenu ensuite l'organisation de ce procès et vous allez nous en parler, j'espère, longuement ce soir. Pourquoi ce procès, pour moi, est fondamental? Ce procès est fondamental parce que, alors qu'il était imprévu, Benjamin Ferencz, et nous le verrons, va être le premier procureur à vouloir une condamnation pour génocide. Alors, un tout petit peu d'histoire sur un sujet qui me tient à cœur. Raphaël Lemkin invente le mot de génocide en 1944 et n'obtient pas que ce crime soit fondu, soit intégré dans l'acte d'accusation du tribunal militaire international. Il ne l'obtient pas en raison notamment de l'hostilité britannique. Par contre, il obtient qu'il soit poursuivi en tant qu'illustration, c'est le terme exact, des crimes de guerre. Le jugement du tribunal militaire international va exclure, plus que ça, va prendre soin de ne pas prendre ce mot, prendre soin de l'écarter, et il va grosso modo disparaître. On va le voir un peu, deux fois, dans la bouche de Ford Taylor au moment du procès des médecins, et puis il va disparaître. C'est Benjamin Ferencz qui va être le premier à le reprendre et à l'écrit et à l'oral à l'ouverture du procès des Einsatzgruppen. Il va vouloir obtenir une condamnation de ce chef pour plusieurs raisons. La première étant que le mot génocide inventé par Raphaël Lemkin avait été inventé justement en réponse à l'interrogation de Churchill à l'égard du crime sans nom commis par les Einsatzgruppen. Et par conséquent, obtenir une condamnation pour génocide à l'égard même de l'activité des Einsatzgruppen est la réponse très exacte que tout le monde attend, en particulier Raphaël Lemkin, dont la famille elle-même polonaise avait disparu sous les assauts des troupes de Ohlendorf. Voilà donc cette occasion se présente, vous l'avez saisie, et il y avait aussi un hommage en quelque sorte de Benjamin Ferencz à Raphaël Lemkin. Procès majeur, et l'activité de Benjamin Ferencz va peser tellement fort qu'il se trouve, alors même que le procès des Einsatzgruppen démarre, un autre procès qui se trouve alors en délibéré, c'est le procès des magistrats. Et le procès des magistrats nazis à Nuremberg va être le premier jugement international portant dans ses motifs le mot de génocide. La première condamnation pour génocide est prononcée à l'égard de magistrats, en particulier deux, Rottog notamment, l'un était procureur, l'autre était président de la juridiction spéciale. Il était reproché à ces deux magistrats d'un niveau moyennement élevé puisque l'ensemble de l'appareil judiciaire avait disparu, en particulier Freisler à Dresde. Il est reproché à ces deux magistrats les applications des lois de Nuremberg de 1935 et en particulier un cas tout à fait topique, c'est le cas de Leo Katzberger qui était évoqué longuement par Raoul Hilberg. La condamnation donc des magistrats est la première et va suivre quelques mois après celle des Einsatzgruppen. Job is done. Deux dimensions juridiques encore que je voudrais évoquer, peut-être moins connues, qui vont intervenir après. D'abord, l'activité de Benjamin Ferencz envers les victimes qui subsistent. C'est l'activité que Benjamin Ferencz va développer en matière de restitution,
contrairement à ce qu'on pense, l'activité de restitution de Benjamin Ferencz va se déclencher assez tôt, puisque un des premiers dossiers qui va être confié va concerner Karl Haberstock, qui avait compilé, rassemblé un certain nombre d'œuvres d'art qui vont être découvertes ensuite dans une mine d'Autriche. Après les procès de Nuremberg, Benjamin Lemkin va entrer et prendre en charge ce qu'on va appeler le JRSO, qui est un mécanisme de restitution des propriétés aux légitimes propriétaires, des biens aux légitimes propriétaires. Quantité d'autres questions vont être soumises, en particulier la question des objets, y compris des objets de culte, qui avaient été saisis par l'Einstab de Rosenberg. D'autres questions encore vont être soumises à Benjamin Ferencz, comme les discussions relatives au cimetière. Et puis la troisième perspective, c'est celle actuelle, c'est celle qui s'ouvre depuis les années 70. C'est une dimension vers l'avenir, vers les générations futures. C'est plutôt utiliser la loi, non pas comme un instrument répressif, qui était le cas des nazis, clairement démontré, mais plutôt comme un instrument de protection, de prévention, et il s'agit donc cette fois d'interdire la guerre. Je voudrais terminer juste en reprenant la devise de Benjamin Ferencz en anglais, « Make law, not war ». Projection du film maintenant. D'accord, 4 minutes. This was the tragic fulfillment of a program of intolerance and arrogance. Vengeance is not our goal, nor do we seek merely a just retribution. We ask this court to affirm by international penal action man's right to live in peace and dignity, regardless of his race or creed. The case we present is a plea of humanity to law. We shall establish, beyond the realm of doubt, facts which, before the dark decade of the Third Reich, would have seemed incredible. Courts will show that the slaughter committed by these defendants was dictated not by military necessity, but by that supreme perversion of thought, the Nazi theory of the master race. We shall show that these deeds of men in uniform were the methodical execution of long-range plans to destroy ethnic, national, political, and religious groups which stood condemned in the Nazi mind. Genocide, the extermination of whole categories of human beings, was a foremost instrument of the Nazi doctrine. The nature of the charges. The charges we have brought accuse the defendants of having committed crimes against humanity. The same acts we have declared under count 1 as crimes against humanity are alleged under count 2 as war crimes. The same acts are, therefore, charged as separate and distinct offenses. In this, there is no novelty. An assault, punishable in itself, may be part of the graver offense of robbery, and it is proper pleading to charge both of the crimes. So here, the killing of defenseless civilians during a war may be a war crime, but the same killings are part of another crime, a graver one, if you will, genocide, or a crime against humanity. This is the distinction we make in our pleading. It is real and most significant. To avoid at the outset any possible misconception, let us point out the differences between the two offenses. War crimes are acts and omissions
in violation of the laws and customs of war. By their very nature, they can affect only nationals of a belligerent and cannot be committed in time of peace. The crime against humanity is not so delimited. It is fundamentally different from the mere war crime in that it embraces systematic violations of fundamental human rights committed at any time against the nationals of any nation. They may occur during peace or in war. The animus or criminal intent is directed against the rights of all men, not merely the right of persons within a war zone. Well, thank you very much. As you can see, I haven't changed a bit. Oui, j'ai pas du tout changé. Let me just pick up from Je vais juste where reprendre these distinguished gentlemen là. left it, and that brief Ce s'appelle introduction Monsieur from an actual Einsatzgruppen trial. Introduction, et vous reparlez un petit peu des procès des Einsatzgruppen. I asked some of you what you'd like to hear. J'ai demandé à certains Most d'entre of you vous ce dont didn't vous have aimeriez que much je of an parle. idea. La plupart d'entre vous ne Felt you were savez pas stuck trop. for the evening anyway, so Vous vous êtes dit, bon, What bah, I de toute will façon, try je suis to do coincé pour la soirée. Donc, ce que je to vais pick essayer de up on faire, this film c'est d'essayer de and rebondir sur ce describe to film you pour vous what décrire it was like ce qu'on to peut be a ressentir combat soldier quand on est un in World combattant War II. de la Deuxième Guerre This has mondiale, been explained by the professor comme from the le earliest professeur vous l'a landings expliqué, dès le débarquement to the liberator of many concentration et camps. jusqu'à la libération de nombreux camps de concentration, en tant que sergent d'infanterie sous le général Patton, en mission spéciale. Et ce qu'on peut ressentir quand on est le procureur dans le procès des plus grands assassins de masse de l'histoire de l'humanité. Comment ils pouvaient se comporter, comment je pouvais me comporter, et ce qui s'est passé après. Et comme je suis par conviction un optimiste, que va-t-il se passer à l'avenir? Que peut-on faire de plus? Après tout, vous savez, je n'ai que 92 ans. Je suis donc plein de verdeur. Let me go back to the scene that you Je saw. voudrais juste revenir à ces scènes que nous venons de visionner. Je ne décrivais pas seulement ma propre expérience, mais comme l'ont souligné, comme l'a souligné Olivier Beauvalet, j'ai très tôt, en tant que sergent d'infanterie, été affecté à la libération des camps de concentration afin d'y collecter des preuves de crimes. Les preuves de ces crimes, évidemment, étaient constituées par tous les cadavres qui jonchaient le sol. Le premier camp dans lequel je suis entré était un pré-camp de Buchenwald. Et ensuite, Mauthausen, toute une série de camps qui étaient tout à fait semblables. Les conditions, je ne sais pas si nous avons des survivants ici, s'il y a des survivants dans la salle, s'ils peuvent lever la main. Personne ne lève la main. Je m'excuse que je ne parle pas français, mais j'ai oublié mon français. Je n'ai jamais occasion de parler français, alors je m'excuse. Where were you liberated? Vous avez été libéré où? Hungarian. The name En Ferenc, Hongrie? which she kept calling Ah bah me oui. Ferenc. Moi, c'est is Ferenc. France in On m'appelle Austria, Ferenc. German, it's a Hungarian name, C'est un nom Ferenc. hongrois. And anyway, there are not too many survivors here. Enfin, il n'y a pas beaucoup de In survivants fact, dans cette salle. you're Mais looking- There's another one there. Where nous were you avons un autre liberated? survivant. Où est-ce que vous avez été? De quel camp avez-vous été libéré? Oh, wo bist du befreit worden? Je vous ai rencontré avec Patton à Buchenwald. À Buchenwald. Haha, okay. Et vous? Dachau. That was the 7th Army. Okay. Dachau, c'était la 7e armée. Auschwitz. Auschwitz. Oh, mais très bien. Ok. C'est assez.
I am certainly the only man alive Je suis probablement le seul homme encore en who was vie personally a prosecutor at Nuremberg, qui a but who été also saw the procureur à conditions Nuremberg, in the mais qui a camps, aussi vu de ses at the propres yeux les liberation of the conditions dans les camps, camps au moment de leur who libération. knew the mass killers, who looked into Connaissait their eyes ces and criminels, heard qui a their pu les regarder excuses, dans les yeux et écouter and leurs then tried excuses, to do something et for qui the a ensuite survivors. essayé de faire quelque So chose since pour I'm the aider only les one left survivants. alive, Comme the il ne others reste are not plus que moi, immediately available. They make a worrisome ça presence. rend plus difficile And, l'accès à ces So let me tribunes tell aux you a autres. little bit about it, Mais je voudrais vous raconter From un a- petit peu personal point of view. la manière, mon ressenti personnel. The conditions in the camp, Les conditions dans I les don't camps, have to describe. You have the je Shoah n'ai pas vraiment Museum besoin here. de vous les I'm expliquer. Vous particularly avez ici un pleased mémorial to de be la here Shoah. because Je suis tout I à fait this is ravi my d'être first ici. visit to the C'est la Shoah, première fois but que je I visite was ce familiar with mémorial, the Centre de documentation juive. mais je connaissais le centre de documentation juive qui se trouvait ici avant et qui constitue l'origine, si j'ai bien compris, de ce mémorial. It was during the Nuremberg trials Et when c'est au cours some des procès de representatives, Nuremberg, French quand un representatives, certain nombre de Monsieur représentants Polyakov, français, avec Monsieur M. Beric, Polyakov, M. who Beric, were then running qui setting était up donc the centre de en train de documentation, constituer ce centre de needed documentation, documentation. We had the avait evidence besoin de collected in documents. Nous Nuremberg, avions les so preuves à I was Nuremberg then de the ce qui s'était executive produit. counsel for the 12 Et j'ai subsequent donc trials. fait And partie it du was conseil my job exécutif to pour les take 12 care of procès visitors. suivants et It was j'étais very hard. You chargé couldn't come into Germany. Everything was de tightly m'occuper des gens qui controlled. nous rendaient visite. C'était très difficile they d'entrer en asked Allemagne, for tout était très strictement Help in contrôlé. finding documents which Et could prove what had happened. il What- voulait what trouver des material documents qui we puissent had prouver ce qui in s'était produit. Nuremberg. Parce que, I et pour opened cela, up il voulait the voir files ce and qu'il I y avait said, à Nuremberg. Je anything leur ai they ouvert les want, give archives it et to je leur ai dit, allez-y, That servez-vous. was the beginning of it. Et ça a été When they wrote le their début de books tout cela. Et quand on ils ont ensuite what had rédigé happened, leurs dedicated ouvrages sur ce some qui of s'est them to me passé, and sent me copies of the books. ils m'ont envoyé des exemplaires. Those I Certaines avaient, donated together with m'étaient dédiées. first shipment Et- of my files to the Holocaust Museum in Washington. Et Where they ces, now are. ces ouvrages ainsi que And la I'm plupart des making archives ont arrangements ensuite now. été donnés First au musée de shipment, I think, had l'Holocauste de 170 Washington. boxes of Je crois que c'est documents 170 cartons and about de 500 documents books. et environ My next 500 shipment ouvrages. will double. Le prochain envoi que je ferai aura le double. I don't know exactly when documents. they'll ship it. Je ne sais pas exactement I'm holding it quand for a while. je vais les So, envoyer. J'y This is tiens some encore of the un petit background peu. connection with the show. Voilà un petit peu But, en quoi the camps themselves, on peut me the relier survivors ici, know, it's à ce indescribable. centre. An Les camps American est soldier bien entendu coming in, indescriptible. seeing Un soldat américain bodies on the ground, qui a vu to tous ces cadavres, dysentery, sur le and sol, diarrhea and la typhus, dysenterie, la diarrhée, all le of the disease, typhus. the object was to get in, Il go fallait immediately entrer dans to le the camp, Schreibstube, aller immédiatement à la capture the Schreibstube, documents, saisir les Totenbücher, documents, which had the les list Totenbücher, les of, registres des morts, the people who had been killed, qui and comportaient la liste de toutes theoretical les personnes reason of their assassinées, Fluchterschossen, la shot while trying to raison escape, théorique typhoid, de leur mort, la which they were typhoïde just- ou they'd been murdered. They were ou just tués listed in page after parce page. qu'il avait tenté de And s'échapper, also etc. Il y en the avait des people pages in et des the camp pages. who were in charge. Et aussi d'essayer de So trouver les these were the responsables du things we camp. collected Donc ça sont les for choses que nous avons récoltées, trials les éléments which que nous were avons to take récoltés pour place les in procès Nuremberg. qui devaient se dérouler à Nuremberg. Since you've had such a comprehensive overview On of vous some a of déjà this, présenté let me just tell beaucoup you about my de own choses là-dessus. involvement. Et It c'est has pour ça que been je vais vous parler de ma propre by, participation. Monsieur Monsieur Beauvalet, Beauvalet vous en a déjà that, our l'a déjà évoqué. researchers in Berlin, I was À in Berlin, charge of the Office of nos Research there, documentalistes, j'étais en charge de came upon l'office de the documentation. Ereignismeldungen aus der Nous avons UdSSR, trouvé le Rechnungsmeldung der UdSSR, c'est-à-dire les rapports provenant du front de l'Est, dans lesquels tous les jours, les commandants des Einsatzgruppen A, B, C et D, 8A, 8B, 10A, 10B, etc., 3000 hommes, whose instructions were, which they carried out, qui avaient des instructions murder très claires. they never said Ils murder, devaient excuse me, they never used assassiner. the word Ah, murder. attention, ils Eliminate. n'utilisaient jamais le mot assassiner, ils Eliminate, utilisaient le mot they kill, éliminer. Ils ne eliminate. disaient pas tuer, ils disaient They éliminer. described it as ausgerottet. Ils appelaient ça Find an Hausgerottet. English word for it. J'ai du mal à But what trouver it une meant traduction. simply was Mais you tout simplement, murder ce que in ça veut cold dire, c'est blood every qu'il fallait single assassiner de sang-froid Jew, male, tout juif, female, homme, children, femme, that you can lay enfant, your hands on. ceux That qu'on was qu'on the réussissait à trouver. instruction C'était that ça, they had to carry les out, ordres. and which they carried out Et ce with sont des great ordres auxquels pride. ils ont obéi avec une très grande fierté. Great pride, because Ils en étaient très as fiers my lead defendant, parce que, SS Dr. comme le General disait le docteur General SS, Hollendorf, Dr. général Hollendorf, le docteur Hollendorf disait, yes, my reports show 90,000 Jews il a were dit, mes killed rapports by my disent qu'il y units, avait 90 000 90,000. morts juifs, But
Mais vous savez, sometimes they brag parfois, about the body count. ils avaient tendance à exagérer un peu, à se vanter. Ce qui veut dire qu'ils étaient tellement fiers du travail qu'ils étaient en train de faire qu'ils gonflaient les chiffres du nombre de personnes qu'ils avaient assassinées. Quand on a honte, on sous-déclare, mais quand on est fier, on gonfle les chiffres. J'ai trouvé que c'était une bonne indication de leur motivation, une bonne preuve de leur motivation. Je n'ai pas besoin de vous raconter le détail de chacun des camps, mais tout cela faisait partie d'un programme délibéré, et la meilleure preuure que j'ai pu en voir se trouve à Berlin, à Wannsee. Vous savez, Wannsee, c'est une petite banlieue de Berlin, où se trouve un lac qui s'appelle la Wannsee. Il y a une villa, la Villa Wannsee, dans laquelle les Allemands ont tenu une conférence en 1941, me semble-t-il, dans laquelle le sujet était la Endlösung der Judenfrage, la solution finale de la question juive. Et ils en ont rédigé des minutes, ça fait environ 20-30 pages. Et au dos, ils avaient une liste ils avaient des chiffres sur combien y a-t-il de juifs en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, dans l'ensemble des pays européens. Et selon leurs calculs, il y avait environ 12 millions de juifs en Europe. Et la mission, c'était comment fait-on pour tuer ces 12 millions de personnes? Donc on avait les noms de tous les participants à la réunion. Ils avaient également, maintenant c'est un musée, donc il y a des photos de l'ensemble des participants à cette conférence. Donc ils ont de beaux uniformes noirs, plein de médailles, de croix gammées, tout ça. Et ensuite, ce qu'il y est arrivé. Et les documents d'origine sont dans des tables qui font à peu près cette taille-là, page par page, 2 ou 3 rangées de pages. Et on voit le résultat de leur discussion. Eichmann y était, lui, son boulot, c'était d'organiser le transport. Parce que quand ils ont dit, évidemment, on ne peut pas tous les tuer en un jour, ça va prendre un certain temps. Donc, ils se demandaient comment ils pouvaient construire des usines, comme à Auschwitz, en différents endroits, avec des missions différentes. Certaines seraient des camps de travail, d'autres seraient des camps d'extermination. Et les camps d'extermination devaient être un peu cachés, et ensuite les techniques d'extermination devaient être affinées. On ne pouvait pas simplement les fusiller et enterrer les corps. Donc ils ont élaboré un système qui a fonctionné relativement bien. On arrivait au camp, on est rapidement séparés, pas d'examen médical approfondi. Vous avez juste Dr Mengele ou un de ses collègues qui sont là. Bon, les vieilles femmes, les vieillards, les enfants, hop, on peut les envoyer d'un côté pour qu'on puisse s'en occuper, ce qui veut dire assassiner. Et les autres, qui avaient l'air d'avoir la capacité de travailler, on pouvait peut-être les garder, les faire travailler jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Et ils n'ont atteint cette conclusion qu'un peu plus tard, parce que leur plan dès le départ, c'était d'entrer en Pologne, en Russie, de conquérir l'URSS, et chemin faisant, de tuer tous les juifs. Tous, qu'ils puissent travailler ou non. Il ne s'était pas dit que peut-être qu'il était possible qu'ils seraient susceptibles de perdre la guerre et qu'ils auraient peut-être besoin de cette main-d'œuvre. Donc les Einsatzgruppen allaient donc derrière les lignes, dans de petites villes, de petits villages, prenaient les juifs, les emmenaient dans les bois et les tuaient par balles, généralement devant une tranchée, une fosse commune. Donc parfois ça prenait du temps, comme devant Minsk par exemple, comme sur le site de Babi Yar, où ils ont tué 33 777 juifs en 2 jours de novembre 1941, un par un. Enfin plutôt, on avait 10 tireurs, on amenait les gens devant eux, nus, et on leur tirait dessus, et on les jetait dans un ravin, et ainsi de suite. Et ils n'ont jamais pensé qu'on les attraperait. Ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre. Ils ont renvoyé des rapports. Ils ont commis 2 grandes erreurs. La première, c'est qu'ils n'ont pas gagné la guerre. Dieu merci. Et deuxièmement, c'est qu'on les a attrapés.
et when qu'on I was attrapait in leurs Berlin archives. trying to collect Et donc quand evidence j'étais for à the Berlin en 12 train d'essayer trials which de we had récolter des after the preuves trial of pour les Goering procès and company, de Nuremberg one of qui the auraient lieu researchers après came and showed me a book le of procès de Göring et these compagnie, reports. ils m'ont montré, About 3 on m'a volumes, montré and every day ces 3 volumes. I Et took chaque an adding jour, machine, little hand adding machine, j'avais une I ran petite the machine à calculer à la main et je 8,000 faisais des here, additions. 20,000 8 000 there, par-ci, 500 20 000 there, par-là, 50 500 there, par-là, all the towns and so on. dans toutes les villes, les And when I villages. came to a million, Et quand je suis arrivé à un total d'1 million, j'ai fait « Ok, j'arrête, I took a sample, ça suffit. Je pense military aircraft only. I flew down to que j'ai un bon échantillon. J'ai pris un avion militaire, je General suis Taylor, parti de Berlin à Chief Nuremberg, je suis Taylor, arrivé à they were Nuremberg et all Telford partners at Taylor, the je trial suis were allé le voir, les I premiers said, procès General, étaient we have terminés. to Je lui ai put on dit, a new trial. mon général, nous devons organiser un nouveau He said, procès. "We can't. Il a dit, mais c'est The program has impossible. all been fixed by the Pentagon. C'est The c'est- budget c'est is tout fixed. fini, We le don't have budget, staff. They've on n'a all plus de been budget, on n'a assigned." plus de personnel, ils ont tous I said, été "We cannot let réaffectés. these men Je lui ai dit escape. non, il est We have impossible here de laisser ces hommes s'en tirer. Cold-blooded J'ai mass ici murder of a million des people. meurtres de More than a masse million de plus people." d'1 million d'individus. Well, he said, can you do Abattu it de in sang-froid. addition to your Il m'a spare dit, mais est-ce que time? vous pouvez le faire en Another plus de votre travail I actuel? said, sure. J'ai dit, mais bien He said, sûr. okay, Il a dit, you're it. d'accord, c'est vous So I le became the chief prosecutor procureur. in what Et was donc je suis certainly the devenu biggest murder trial le in plus human gros history. procureur de ce qui est You saw the probablement opening le plus statement, énorme, they're part of it, the first couple le of plus sentences énorme were procès lost. de meurtre de masse de l'histoire de this. l'humanité. Vous avez vu ce que Uh, j'ai déclaré à l'ouverture And du I was procès. then 27 years old. J'avais 27 ans à It l'époque. was my first case. C'était ma première affaire. And I broke every record in the book. Et I j'ai arrested the explosé tous les prosecution's records, case in 2 days. puisque j'ai fait And, livrer mes conclusions en 2 I'm rather jours. amused that Et je trouve ça assez when I amusant go from d'ailleurs. here, before I go back home to New York, I'm going to have to Avant stop de in rentrer à New York, je vais devoir The Hague to m'arrêter help à La out the Haye prosecutor there. pour aider le Bruno procureur, Campo, pour donner un who's coup de been main 9 years on au the job. procureur, parce qu'ils avaient 9 ans qu'ils Finishing travaillaient the sur la first même trial very affaire, et il soon. termine I le told premier procès, On August 25th, le he said, 25 "Ben, août. come on up Et il m'a dit, and how about ce you wrap it serait up for gentil me?" de venir, et puis Okay. vous pourrez faire les I'm conclusions vous-même. So it was Donc, quite different then. Les choses étaient assez Because I différentes just à l'époque, introduced parce que the documents. I didn't call a single witness. je n'ai appelé There were aucun plenty témoin à of la barre. people Il m'a around who suffi would de have présenter sworn les that documents. Il y avait every plein one de of my témoins. defendants murdered his mother. Je veux dire, chacun des accusés, I have the proof. They're on all aurait pu me dire qu'ils avaient documents. assassiné leur mère. J'avais les They were all documents pour le convicted. prouver. Et ils ont tous été. 22 of condamnés. defendants. There were only 22. Il y en avait For the 22, ridiculous pour reason une raison tout à fait that there were ridicule. only 22 C'est seats qu'il n'y avait que in the 22 dock. chaises dans le box des accusés. It's not even 2 rows. Ça Like fait même this. pas 2 rangées de And cette that's all we salle. had. On avait que ça And comme place. why? There were 3,000 men Il y avait who every 3000 day went hommes out qui, and tous les murdered jours, Jews se levaient for 2 pour aller years. assassiner des juifs pendant 2 What ans. happened to them? Qu'est-ce qu'ils sont The answer devenus, is tous ces simple. gens-là? La réponse est simple, rien du tout. We were only choosing a sampling at Nuremberg. À Nuremberg, on travaillait sur des échantillons. C'est la seule chose qu'il était possible de faire. On avait 10 millions de fiches de membres du parti nazi qui étaient à Berlin. Ça vous donne un peu l'idée des conditions. Il fallait qu'on utilise des Allemands pour trier les documents dont on avait besoin pour le procès. Ils étaient toujours surveillés, bien entendu. On les payait en cigarettes. C'était la seule monnaie. S'ils travaillaient très bien, on leur donnait une savonnette ou une livre de café. C'était ça les conditions dans lesquelles on travaillait. L'Allemagne était complètement dévastée. On les avait bombardés à mort. Les Russes avaient traversé Berlin. Des combats féroces. Quand n'importe quelle femme était attrapée, elle était violée par les Russes. Donc c'était pas terrible à l'époque. Mais la mentalité de ces individus qui ont commis ces actes est importante à comprendre. La réaction normale humaine, c'est de dire mais qui pourrait faire une chose pareille? Quand ils utilisaient ces camions à gaz, par exemple. Ollendorf a dit qu'il n'aimait pas trop utiliser les camionnettes à gaz. Vous savez, c'était comme une sorte de caravane qu'on remplissait d'individus, on fermait à clé et on faisait rentrer avec un tuyau les gaz d'échappement et on faisait tourner le moteur pendant environ 20 minutes et ces gaz d'échappement tuaient les gens. Ensuite, pendant ce temps-là, ça roulait vers une fosse commune et on les jetait dans la fosse commune comme des ordures. Lui, il n'aimait pas trop ça parce qu'il trouvait que très souvent les camions tombaient en panne.
ne marchaient pas très bien. Et parfois, quand ils arrivaient à destination, ils n'étaient pas tous morts. Et là, il fallait les sortir à la main. Et il a dit que c'était difficile comme travail pour mes hommes. Donc il avait vraiment une approche très humaine de son travail, comme vous voyez. Et c'était très humain aussi quand il a dit qu'il ne faisait pas ce que faisaient certains des autres. Attraper un bébé et leur fracasser le crâne contre un arbre, ou les utiliser pour les exercices avec les chiens. Lui, il donnait des ordres pour que l'enfant puisse rester avec sa mère. Mais ensuite, comme ça, elle le tenait dans les bras et une seule balle suffisait à tuer les deux. Donc voilà, c'était un homme, vous voyez, qui avait un cœur bon et généreux. Il était certainement très gentil avec ses chats et ses chiens. Le docteur Ollendorff, la plupart de mes accusés étaient des docteurs, c'est-à-dire qu'ils avaient des doctorats. Dr H avait fait le sale boulot à Babillard. Et comment est-ce qu'ils se comportent quand ils sont jugés? J'ai été très déçu. Ma plus grande déception en Allemagne à l'époque, ça a été que personne n'a montré le moindre regret ou le moindre remords. Personne n'a jamais dit pardon. Personne n'a jamais dit je ne recommencerai pas. Ils ont dit ça ne s'est jamais produit. Tout le monde a souffert, qu'est-ce que vous voulez? On avait des ordres qui venaient d'au-dessus. Les accusations sont exagérées, mais personne ne s'est excusé. Comment ça se fait? J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai eu beaucoup d'interrogatoires avec Ollendorff. Et il m'expliquait que l'Allemagne allait être attaquée par l'URSS et que donc il s'agissait d'une politique d'autodéfense. Il fallait attaquer d'abord. Il fallait avoir une attaque préventive, préemptive. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez tué tous les Juifs? Il a dit, ah oui, mais tout le monde sait que les Juifs étaient favorables aux bolcheviks, donc il fallait tuer tous les Juifs aussi. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez tué les enfants? Il a dit, ah bah, les enfants, en grandissant et en apprenant ce que nous avions fait à leurs parents, ils deviendraient des ennemis de l'Allemagne eux aussi. Et nous pensions à très long terme, à la protection à long terme des intérêts de l'Allemagne. Donc c'est naturel, il fallait tuer les enfants aussi. Je dis, mais pourquoi vous avez tué les Gitans, les Roms? Bah, personne ne fait confiance aux Roms. Ils n'ont aucune fidélité, donc il fallait les tuer aussi. Et donc, tout cela était caché sous l'excuse de l'autodéfense contre une attaque supposée de l'URSS. Les magistrats ont analysé ces arguments. Le monde entier, si le monde entier se dit « Ah, il pense que son voisin le menace », qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le voisin, ils tuent le voisin, sa femme et ses enfants. Les juges ont été tout à fait d'accord avec nous et ils ont été condamnés à mort, ainsi que 12 autres parmi les 22 accusés. Et je suis tout à fait navré de dire que c'est un terrible souvenir dans ma mémoire et que je le regrette énormément. Et je regrette aussi quand la politique américaine qui permet ces attaques préventives. C'est l'unique argument qui a été utilisé par ce criminel de guerre. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. C'est très douloureux pour moi puisque je me considère un grand patriote américain. J'aime beaucoup le système américain, toutes les opportunités qui m'ont été ouvertes en tant que fils de pauvre. Mais cette idée qu'il s'agissait d'une bande de barbares, ce n'était pas vrai. Les dirigeants étaient des gens responsables, intelligents, éduqués, des gens qui avaient leur propre vision du monde, qui se considéraient supérieurs. Comme je l'ai dit, vous savez, cette politique des théories raciales nazies. Sur les 13 qui ont été condamnés à mort, 4 ont été exécutés. Et quelques années plus tard, il y en a certains qui auraient été de longues peines de prison ou des peines de prison à vie, ils furent relâchés. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux 3000 autres après que nous ayons jugé les 22? Qu'est-ce qui est arrivé aux 3000 autres? Eh bien, rien du tout.
Où est la justice dans tout ça? And when we came out of the Buchenwald concentration Quand camp, on est sorti de Buchenwald, the Soviet troops je were suis coming tombé from the sur les other troupes side, soviétiques and qui arrivaient de we l'autre côté. were celebrating Ils the s'étaient joining rencontrés of à the Weimar, forces. donc c'était la jonction One des of the troupes Russians said qu'on to me, célébrait. "What Et do un you des do?" Russes I said, "I'm a war crimes m'a dit investigator." qu'est-ce que vous faites? Il a dit je suis And, et j'ai répondu je suis un enquêteur pour les What's crimes de that? guerre. Il a dit c'est I quoi said, ça? "Oh, I go into the camps and I find out Vous what êtes allé dans les happened, camps, and vous avez I bien vu report." ce qui s'est passé? He said, "Well, don't you Moi j'ai know dit what oui, the j'y vais et je Germans fais did?" des rapports. Il dit mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait les Then why are you Allemands? asking them questions? Alors il dit mais pourquoi vous les posez des questions pour... Il suffit de leur tirer dessus, non? We don't do De les things that fusiller? way. Et on a dit bah non, chez nous on ne fait pas les choses comme ça. On fait un procès, on organise un procès équitable et on les condamne uniquement s'ils sont coupables. Et il faut dire que nos procès étaient extrêmement équitables. Il ne faut pas oublier que les premiers procès militaires qui ont eu lieu à Dachau prenaient 2 minutes chacun. Mais après, les procès de Nuremberg ont été extrêmement équitables. Mais cela nous a laissé une question philosophique, c'est où est la justice? Moi, je vous ai parlé de ma situation personnelle. J'étais face à un colonel SS qui était probablement le commandant du camp. C'était sans doute un assassin, un meurtrier de masse. Et je pointais une arme sur lui. Donc lui, il était colonel, il avait entendu que j'étais sergent. Il avait dit, vous ne pouvez pas m'interroger. La Convention de Genève garantit que je puisse être interrogé par un officier d'un rang similaire au mien, équivalent au mien. Et donc j'étais là, moi, sergent, avec ayant traversé toute la guerre, en face de ce fils de pute qui me dit que c'est lui le chef et que je ne peux pas l'interroger. Et je n'avais qu'une chose à faire, c'était appuyer sur la détente. Et paf, sa cervelle serait partie en bouillie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je ne vais pas vous dire. Je vous dis ça pour vous expliquer à quoi ressemble la guerre. Et ce qui me force à être ici aujourd'hui avec vous et à ce qui motive mon travail. J'ai atteint la conclusion suivante. Une guerre humanitaire n'existe pas. C'est contradictoire. Si l'on veut protéger l'humanité souffrante, si l'on veut protéger les innocents, il faut empêcher la guerre. Il faut régler les différends par des moyens pacifiques. Et j'y travaille. Et c'est un sujet sur lequel je travaille. La création d'une cour pénale internationale. Vous savez, quand les tribunaux de Nuremberg ont fermé, il n'y avait plus rien. J'y ai travaillé pendant 50 ans et je suis fort surpris de voir, au début a dit mais ça ne se produira jamais, Ben, vous êtes complètement cinglé. Mais nous avons maintenant la Cour pénale internationale. Nous avons, je les connais, je connais tous les juges, je connais tous les procureurs, je connais tous ces tribunaux. Donc les choses ont vraiment avancé de façon très positive, mais pas suffisamment. Le plus grand crime, évidemment, jugé à Nuremberg, c'était la guerre d'agression. Parce que ça intègre tous les autres crimes. Je vous garantis qu'en temps de guerre, il y aura des femmes violées, il y aura des hommes tués, il y aura des enfants assassinés, il y aura des maisons incendiées. La guerre, c'est ça. Et si vous pensez que vous pouvez avoir une guerre humaine, vous rêvez, ça ne peut pas exister. Donc, ma conclusion, c'est qu'il faut empêcher la guerre. Et on me dit, vous êtes fou. Peut-être, mais peut-être pas. Donc aujourd'hui, là, j'ai visité le ministère de la Défense. Et c'était quoi l'autre ministère? La Défense, et puis... Et donc je parlais à ces militaires, et je leur parlais du fait qu'il faut améliorer les lois. Parce que les Américains, par exemple, pensent que les soldats ne peuvent pas être jugés. Aucun Américain ne peut être jugé par un tribunal étranger, surtout pas en cas de guerre. Il faut faire son devoir, ce sont des interventions humanitaires, etc., etc. Et il est très difficile de faire accepter au monde l'idée, pourtant, qui existe dans la charte des Nations Unies, qu'il faut résoudre les différends sans l'utilisation de la sans utiliser la force, sauf en cas d'autodéfense ou sauf si c'est approuvé par le Conseil de sécurité. C'est le droit
qui s'applique à l'ensemble des nations du monde. Et évidemment, personne ne paye la moindre attention. Donc, on est en train de bouger dans le bon sens, en tout cas. Donc, tout ça, ce sont des choses que je laisse un peu aux experts juridiques qui continuent à travailler avec le gouvernement français pour essayer de faire bouger les choses en ce sens. Je vais vous parler d'autre chose puisque je suis là, dans ce mémorial de la Shoah. À la fin des procès pour crimes de guerre, je suis resté en Allemagne. Parce que ma vie a eu différentes époques. La première a été de combattre pendant la guerre pour essayer d'arrêter la tuerie. Une armée immense de 10 millions d'hommes. La deuxième, c'était d'essayer de prouver la responsabilité des criminels qui avaient commis ces crimes à travers les procès de Nuremberg. Et j'y ai joué un rôle assez important. Mais la chose la plus importante, ou en tout cas la chose que j'ai faite ensuite, c'était de penser aux victimes, d'apporter des réparations aux victimes. C'est-à-dire, on ne peut pas juste s'intéresser aux criminels, il faut aussi s'intéresser aux victimes. Donc je suis resté en Allemagne après les procès, j'ai créé 3 organisations différentes. Une organisée au nom des organisations juives du monde, des principales, l'Alliance israélite en France, était un membre important. Et nous avons commencé à négocier un traité avec l'Allemagne de l'Ouest dans lesquels ils s'engageaient à payer un dédommagement aux survivants et à Israël qui avait accueilli de très nombreuses victimes, de très nombreux rescapés des camps. Et également de dédommager ceux qui avaient souffert un problème très difficile. J'étais donc conseiller juridique sur l'ensemble de ces questions et cette organisation qui avait été créée à ce moment-là. Comment fait-on dans un pays comme l'Allemagne, qui pouvait dire que d'un point de vue juridique, l'Allemagne nouvelle n'avait rien à voir avec l'Allemagne nazie, ils pouvaient. Bon, évidemment, certains d'entre eux faisaient partie du régime précédent. L'Allemagne était en ruine, ils n'avaient plus rien à manger, plus de toit au-dessus de la tête. L'État d'Israël n'existait pas au moment où les crimes avaient été commis. Qu'est-ce qui permettrait à l'État d'Israël d'entrer puisqu'il n'existait pas à l'époque? Et les victimes elles-mêmes, où est-ce qu'on commence? Comment, qui a droit à quoi? Votre cousin à Brooklyn ou votre fils survivant? Est-ce qu'une mamie vaut moins qu'un papy? Quel est le prix d'une vie humaine? Quel est le prix de la souffrance? Quel est le prix de ce dédommagement? Des problèmes philosophiques, juridiques, sociologiques immenses auxquels nous avons dû faire face. Et nous l'avons fait. Nous avons créé donc ces 3 organisations avec un bureau à Paris, 3 bureaux en Israël, un bureau dans chacune des grandes capitales, dans lesquelles se trouvaient des survivants des camps. Et quand j'ai quitté l'organisation, le gouvernement allemand avait payé environ 50 milliards de Deutschmark par petites sommes. Donc les gens disaient parfois « Ah mais c'est pas assez, mon frère a eu plus, ou un tel a eu plus, ou un tel n'a rien eu », que des plaintes. Je comprenais ces plaintes, ils avaient raison d'une certaine façon, mais il est déjà incroyable qu'on ait réussi à obtenir le moindre centime. Et on y a assez bien réussi, et je suis très heureux de voir qu'au fil du progrès que l'Allemagne a connu, et le nouveau gouvernement de l'Allemagne occidentale et maintenant de l'Allemagne unifiée, le gouvernement a adopté une attitude extrêmement positive. Il y a un grand nombre de musées qui commémorent des lieux de mémoire de l'Holocauste. Ils ont donné
une croix d'honneur. Vous savez, pas la même croix qu'avant, hein. Mais bon, ça ressemble un petit peu. Ils m'ont donné la croix de fer, ça ressemble quand même un peu à la croix d'avant. Mais leur plus haute décoration pour mon travail à Nuremberg est ce que j'avais fait. Le lendemain, je suis rendu à Kampala, en Afrique, dans laquelle se trouvait une grande conférence qui cherchait à réviser le statut de la Cour pénale internationale pour voir si elle pouvait se pencher sur l'agression internationale, le crime suprême, qui avait été reconnu comme tel par le tribunal de Nuremberg. Les Allemands me félicitaient pour mon travail à Nuremberg. Et là, à Kampala, ils disaient Nuremberg, oh, ça c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc c'est pas un métier facile que d'essayer de sauver le monde. Ici, heureusement, Olivier me donne un coup de main. Comme d'autres. Donc là, je me tourne vers le gouvernement français, je dis, bon, les Américains n'y sont pas prêts, mettez-le dans votre droit national. Inscrivez dans votre droit national que le crime de génocide, que le crime de provoquer une guerre sans y être autorisé par le Conseil de sécurité est un crime contre l'humanité. Il ne s'agit pas de punir les criminels, il s'agit de les décourager. S'ils savent qu'ils s'exposent à un procès, il y a moins de chances qu'ils se lancent dans cette aventure s'il sait qu'il ne peut pas être jugé. Donc il s'agit d'un point de vue juridique d'une question très complexe. Je voudrais peut-être vous laisser un peu de temps pour que vous posiez des questions. Je vous ai juste donné un bref aperçu de certaines des choses qui m'ont guidé au fil de ma vie. Une longue vie, j'ai travaillé très dur toute ma vie. Malheureusement, personne ne me paye, donc, heureusement, personne ne me paye, donc personne ne peut me virer. Ce que je fais, je le fais parce que je sens que je dois le faire. Peut-être que c'est parce que j'ai une conscience de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Et peut-être parce que j'ai choisi de consacrer ma vie à la justice. Et c'est peut-être pour là aussi que je suis là aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai donné un bref panorama et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Il y a beaucoup de questions pour Benjamin Ferencz, alors je vais juste en poser une très simple. Question très simple, très compliquée. Benjamin, pourriez-vous expliquer quand même comment est-ce qu'on peut sauver le monde Demain. You want me to answer that question? Vous voulez vraiment ma réponse? Vous voulez vraiment ma réponse? D'accord. Alors, si j'ai bien compris, la question est comment sauver le monde? Oui, c'est cela. Pour vous donner une formule simple, c'est un état de droit. Un état de droit est bien meilleur que la guerre. Et il faut le droit, il faut des règles pour gérer la société et vivre en paix. La loi est là pour définir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Il faut des tribunaux pour voir et juger si les lois sont violées ou pas, pour trouver des remèdes, et ensuite un système pour appliquer les décisions des tribunaux. Et ce n'est que très récemment que nous avons des lois pénales, et pas uniquement des lois pénales, mais aussi des lois économiques, le droit de l'Union européenne, des lois applicables à la communication. Donc, il y a toutes ces lois, de plus en plus, mais en fait, vous savez, il n'y avait pas de tribunal international pénal lorsque j'ai commencé à faire du lobbying. Et aujourd'hui, la Cour ou les différents tribunaux pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie, etc., existent aujourd'hui des tribunaux pénaux internationaux, et cette idée se répand partout à travers le monde. Mais le problème est le système d'application des peines. Nous avons la Charte de l'ONU
qui exige le désarmement des forces militaires internationales. Ça n'a pas été totalement ignoré, mais j'ai lu les procès-verbaux de toutes leurs réunions et on voit bien que ces réunions étaient de la rigolade, franchement. Ils se réunissent dans le sous-sol de l'ONU tous les vendredis, devant tous ces drapeaux de tous les pays, de tous les membres permanents de Conseil de sécurité, et un des membres va se lever en disant bon, là c'est confidentiel, mais donc je vais dire ceci ou cela, et les autres disent est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, rien, d'accord, c'est le vendredi, alors ils ont tout leur week-end à New York pour s'amuser, et ça fait une cinquantaine d'années que ces responsables font autant, et donc c'est quasiment impossible à faire exécuter les jugements comme il faudrait ou les appliquer. D'ailleurs, ça devrait arriver bientôt parce que nous n'avons plus les ressources financières à consacrer aux forces militaires. Et en plus, vous savez que aujourd'hui, il y a des crimes de cyberespace dont on dit sont énormes et on pourrait d'ailleurs couper l'électricité du monde entier si on voulait. Nous avons aussi des armées de civils et ceci doit s'arrêter parce que sinon tous les pays vont faire faillite. On consacre trop d'argent aux forces militaires. C'est vrai qu'on n'arrive pas à exécuter les jugements comme il faudrait. Je ne sais pas si je vais pouvoir sauver le monde d'ici mercredi. Ça prendra certainement beaucoup de temps, mais je pense que nous y arriverons. Nous faisons du progrès petit à petit. S'il y a des jeunes dans la salle, bien sûr tout le monde est plus jeune que moi dans la salle, forcément, mais c'est surtout la jeunesse sur laquelle il faut compter. Il faut qu'ils sachent quel monde ils veulent, dans quel monde ils veulent vivre. Il faut qu'ils dialoguent avec leur gouvernement. Il faut poser la question pourquoi on consacre tant d'argent au budget militaire. Ne pourrions-nous pas négocier? Ne pourrions-nous pas arrêter avec cette course à l'armement? Vous avez signé la charte de l'ONU, ce n'est pas moi, jeune, qui ai inventé tout ça, c'est une question de bon sens. Mais si le public ne l'exige pas, et si tout le monde trouve que la gloire de la guerre est importante et tout ça, comment va-t-on avancer? Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez un monde en paix, un monde humain, il faut l'exiger de vos propres dirigeants en France. Il faut communiquer avec vos dirigeants. Il faut leur dire que vous voulez une société plus démocratique et une approche démocratique en ce qui concerne le règlement des différends sans l'utilisation des armes. Et c'est ce que je dis, moi, pendant mes tournées. Je le dis à tout le monde qui veut bien m'écouter. Quand est-ce que ça va arriver? Ça dépend de vous et non pas de moi. Alors, la première question, madame, au fond, allez-y. Je voudrais vous demander, monsieur, si des indemnités ont été données aux autres victimes des camps de concentration nazis, aux gitans, aux homosexuels. Est-ce qu'ils ont été indemnisés? Pour répondre à votre question, il y a des personnes qui n'ont pas eu droit à l'indemnification dès le départ. C'est-à-dire que le gouvernement allemand pensait qu'il s'agissait de lois exceptionnelles et qu'il n'allait pas payer des personnes qui étaient localisées derrière le rideau de fer. J'ai réussi moi-même à exiger quelques exceptions en représentant un groupe de femmes catholiques qui étaient à Ravensbrück et qui avaient été utilisées comme des cobayes pour des expériences médicales terrifiantes. Le gouvernement allemand, au départ, avait dit « ce n'est pas possible, nous n'avons pas de relations diplomatiques avec la Pologne ». J'ai dit « qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que vous avez découpé ces femmes et que vous allez maintenant pas les compenser pour tout ça et tout ce que vous avez fait ?» Nous avons fait une grande campagne. Il y a eu donc une décision particulière du gouvernement et finalement le comité de la Croix-Rouge s'est impliqué et finalement le gouvernement allemand a compensé ces victimes. Ils ont commencé à donc compenser d'autres victimes
En Europe de l'Est, c'est vrai que c'était injuste, mais ils voulaient faire des économies. Il n'y a eu aucune indemnification ou indemnité payée aux personnes homosexuelles, à ma connaissance. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de disposition de la loi pour compenser les personnes homosexuelles. En ce qui concerne les Gitans, les Roms, il y a eu une grande campagne pour essayer d'obtenir des indemnités pour eux, pour les Roms notamment, mais les Allemands ont prétendu qu'ils n'ont pas été enfermés à cause de leur race ou de leur nationalité, mais parce que ce sont des voleurs et que c'était une menace. Ce qui n'était pas vrai, d'accord, il y a eu des Roms qui étaient voleurs, mais d'autres n'étaient pas du tout voleurs. Et donc, finalement, le gouvernement allemand a été d'accord pour effectuer certains examens de la situation. Si les personnes étaient SDF, s'ils étaient festgeboten, s'ils avaient une résidence permanente, ils ne seraient pas considérés comme des Roms voleurs. Et enfin, je ne peux pas rentrer dans tous les détails techniques et comment on s'est battu pour savoir qui avait les droits et qui n'avait pas le droit à la compensation en raison de souffrances en camp de concentration. C'est vrai qu'il y a eu après toutes sortes d'histoires avec les Gitans. Et finalement, ils n'ont pas reçu grand-chose. Il y a eu quelques dispositions en leur faveur, mais pratiquement rien, malheureusement. Une question. Allô ? Vous m'entendez ? Une question qui serait plutôt pour les deux conférenciers conjointement. La question de la guerre humanitaire qui n'existe pas a été évoquée et je voudrais vous poser la question, est-ce que la diplomatie humanitaire, et je vais prolonger, la diplomatie humaniste existe-t-elle ? J'ai posé la question dans un tout autre cadre à un diplomate qui m'a répondu très clairement, hélas, non. Et la deuxième question, donc quel est votre avis sur le sujet qui est éminemment lié effectivement aux questions juridiques et notamment internationales et notamment au droit pénal international. Et la deuxième question qui serait peut-être liée à la première, par rapport au fait qu'on ait des tribunaux pour pouvoir juger, quel est votre avis sur le fait que deux grands pays que sont les États-Unis et Israël ne sont pas signataires du traité relatif à la Cour pénale internationale. Qu'en pensez-vous ? Si j'ai bien compris, donc, la question en deux parties. Tout d'abord, quel espoir que la diplomatie puisse être efficace. Et deuxièmement, pourquoi l'Israël et les États-Unis n'ont pas signé, donc approuvé le tribunal pénal international. J'espère que j'ai bien compris. En tout cas, nous avons peu d'espoir en ce qui concerne la diplomatie. Je connais moi-même les diplomates depuis une cinquantaine d'années au sein de l'ONU. Je les ai entendus. J'ai écouté leur débat. Ils sont payés pour représenter uniquement les intérêts de leur propre pays. Et donc, ça ne les dérange pas qu'on n'avance pas, visiblement. Donc, j'ai quasiment renoncé à avoir tout espoir à ce niveau-là, après avoir travaillé des années durant avec des diplomates. J'ai plutôt espoir dans les jeunes. Les jeunes, la nouvelle technologie, Internet, la possibilité de communiquer rapidement d'un bout du monde jusqu'à l'autre grâce aux États indépendants. Tout est interconnecté cependant et les jeunes, quand ils voient ce qui se passe ailleurs, vont se lever et parler d'une seule voix dans le monde dans les années à venir. Je pense, peut-être pas demain, mais ça va arriver un jour. Les jeunes vont se lever et l'idée d'avoir un État indépendant qui puisse agir n'est pas applicable dans le monde aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne la signature des États-Unis et Israël, la raison est assez claire. Israël dépend des États-Unis. Il ne ferait rien contre les États-Unis. Donc, Israël, il faut regarder la réponse. Donc,
du côté des États-Unis. Les États-Unis est un pays très fort. En application de notre Constitution, on ne peut pas approuver un traité sauf si 2/3 des membres du Sénat approuvent la Convention. Et trouver un consensus, c'est-à-dire donner une juridiction à un tribunal étranger pour juger des Américains, ça ne marchera pas. Vous savez qu'il y a à peine la moitié de la population qui vote pour le président qui gagne, donc il faut faire très attention pour avoir 2/3 des membres du Sénat voter en faveur de cette convention. Ça n'est jamais arrivé, je ne l'ai jamais vu arriver. Il faudrait que ce soit une catastrophe énorme pour que ça arrive. Donc, je compte beaucoup plus sur l'Europe, beaucoup plus sur la France, l'Allemagne. Ce sont deux pays qui ont beaucoup souffert. Je pense que l'Allemagne est prête. Le fait que l'Allemagne m'a décerné sa plus grande médaille, on est la preuve. Ils ne veulent pas non plus trop bousculer les États-Unis, mais j'ai quand même grand espoir et j'espère que l'Allemagne et la France puissent se mettre d'accord pour ensemble défendre les personnes et que les autres pays membres, États membres de l'Union européenne vont les rejoindre et ensuite les États-Unis ne vont pas vouloir rester isolés et vont certainement rejoindre le mouvement. J'espère que j'ai bien répondu à votre question et donc ça me donne espoir, en tout cas pour demain. Vous n'êtes pas obligé de m'applaudir. J'ai une question d'histoire. Au premier procès de Nuremberg, au grand procès de Nuremberg, le 3 janvier 1946, lors du témoignage de Otto Allendorf, c'est le colonel Nikitchenko. Un moment. Allez, le canal pour l'anglais, c'est 2. Allez, merci. C'est une question d'histoire. Et donc, au premier procès de Nuremberg, au grand procès de Nuremberg, le 3 janvier 1946, quand il y a eu le témoignage de Otto Allendorf, c'est le général Nikitchenko qui lui a fait préciser le génocide quand il lui a fait dire: pour les Juifs, vous tuez les femmes et les enfants aussi, et pas pour les partisans russes. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que les procureurs américains ont mis un peu plus de temps à comprendre ou à prendre conscience du génocide, peut-être à cause des idées préconçues de Jackson? Et vous, donc, est-ce que vous avez pris conscience tout de suite du problème du génocide pour œuvrer, pour travailler, pour qu'il y ait le procès d'Einsatzgruppen un an après, en 1947? Est-ce que d'emblée, au grand procès, vous aviez la conscience du génocide? Parce que la conscience du génocide, quasiment, elle a été exploitée plus par le procureur russe que par le colonel Amen. I think you're quite right. Je pense que vous avez tout à fait raison. Nous n'étions pas assez au courant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous n'étions pas suffisamment au courant. Vous avez raison. Parce qu'en Union soviétique, il y avait beaucoup de secrets. Nous savions, grâce à la déclaration de Hitler, qu'il avait ce projet d'exterminer tous les Juifs. On le savait. Et on avait bien vu que les Juifs étaient déportés de l'Allemagne. On savait qu'il y avait des camps à l'Est. On était au courant de cela. Mais le génocide était connu des Russes parce que c'était leurs citoyens qui étaient massacrés, c'était sous leur propre nez. Mais alors, lors du procès,
on n'avait pas d'idée qu'ils avaient compris l'échelle, la magnitude ou même le contenu de ces crimes. Et donc, ça a joué un moindre rôle que plus tard. Moi, d'après ce que j'avais vu, et grâce au rapport, et grâce même à mes études de droit, lorsque mon professeur écrivait son ouvrage sur les crimes de guerre, il recevait des rapports d'une commission de Londres avec des avocats réfugiés. Et donc, je savais qu'il y avait des projets, je savais qu'il y avait cette solution finale, mais on ne connaissait pas les détails. Cependant, une fois que les rapports des Einsatzgruppen étaient connus et que les procès ont continué, c'était devenu tellement clair. Et ensuite, la conférence de Wannsee, quand on a vu tout ça, tout le monde était au courant. Monsieur là-bas. Considérant ce côté confidentiel et secret autour de cette solution finale et comment ça devait s'effectuer, comment pouvez-vous expliquer que les Einsatzgruppen, les documents de ces Einsatzgruppen qui sont connus dans la littérature, comment ça se fait que ces documents existaient encore, étaient encore dans les archives et n'avaient pas été détruits? Est-ce qu'il y a une explication pour tout cela? Oui. Il y en a eu certains qui ont été détruits. On avait juste un exemplaire complet et il manquait quelques jours. On a quand même trouvé par morceaux. Mais comme tout cela était top secret et tout à fait inquiétant, effectivement, ils ont cherché à le détruire le plus vite possible. Donc, on trouvait le rapport, par exemple, sur une seule journée. On regardait, on disait qu'est-ce que c'est? Si c'est le numéro 27, où sont les autres? Et on les a trouvés dans les archives du ministère des Affaires étrangères qui n'avaient pas été bombardées. Généralement, quand on trouvait le QG de la Gestapo, on bombardait le bâtiment. Et en fait, c'était un Suisse qui travaillait pour moi, qui était enquêteur pour moi, et il les a trouvés au ministère. Avant, on a trouvé certaines pièces, mais on n'avait pas vraiment conscience de l'ampleur. Sorry for asking another question. Why was it preserved? Well, they were on the distribution list. It was on the distribution Of course. list. I see. C'était laissé au ministère des Affaires étrangères parce qu'ils étaient sur la liste de diffusion. Il y avait plusieurs exemplaires. Tous les membres... Ça, on ne le savait pas, mais il y avait plusieurs exemplaires. Mais bon, peut-être que les gens ne lisaient pas leur courrier. Oui, monsieur qui avait demandé la parole. Non, excusez-moi. Monsieur derrière, là, qui avait demandé la parole. Oui, allez-y. J'aurais une question pour monsieur Ferrans, qui pourrait apparaître dans un premier abord impertinente, mais qui est plutôt le signe d'une inquiétude sur justement l'avenir et le. Okay. Voilà. J'ai eu l'occasion aussi d'exercer des fonctions de Peace Process Expert dans différentes missions. Et alors que juriste, je suis aussi pétri de cette idée que le droit est protecteur de l'humanité. J'ai pris conscience à l'occasion d'un événement sur Jakarta, dans un des plus grands centres commerciaux de cette ville qui est une mégalopole, de la présence d'un uniforme de l'armée allemande nazie avec les signes SS et tout ce qu'on veut à vendre aux yeux et aux sus de tout le monde. Et ce qui m'a fait réaliser, ça c'était l'élément déclencheur, le catalyseur, que la vision de l'humanité et la vision de crimes contre l'humanité ou d'une vision encore plus générale de génocide était peut-être assez occidentalisée et n'était peut-être pas forcément partagée de la même façon par des grands empires, qu'ils soient chinois, indiens ou même une grande communauté religieuse. Parce que j'ai l'impression que le rapport à la vie n'était pas toujours le même. Et je me demandais si ce n'était pas un facteur inquiétant justement pour cet avenir. I appreciate your question. Je comprends votre question. Il est probablement vrai de dire que l'approche culturelle des gens varie d'une région du monde à l'autre. Il y a un certain nombre de parties de la société
qui pensent que la loi et que la guerre est préférable au droit, puisque comme il disait le maréchal après la guerre franco-prussienne, maréchal allemand, la guerre est une chose glorieuse. C'est l'occasion de se battre pour son pays et de mourir pour son pays. On a une grande camaraderie avec ses congénères. Il n'y a pas d'objectif plus beau et plus glorieux que de faire la guerre pour son pays. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, bien sûr, vous trouverez des gens qui vont vous parler, vous dire que c'est la loi divine, que le gros poisson mange le petit poisson. Et les gens y croient, ils ont le droit d'y croire après tout. Mais je pense qu'il s'agit d'une approche nihiliste, destructrice des choses. Moi, je veux bien respecter leur droit de penser ça, mais quand ils commencent à essayer de tuer des gens, c'est là que le droit doit essayer de protéger les innocents. C'est ça qui va prendre du temps. C'est pour ça qu'il se produit des choses comme ce qui s'est produit au Rwanda. Vous avez deux ethnies qui se tuent, les Tutsis, les Hutus, etc., qui se massacrent. En gros, la même religion, la même couleur, mais ils sont capables de se tuer sur un détail religieux, par exemple. Et il n'est pas facile de faire émerger, non pas peut-être une opinion publique unifiée dans le monde entier, évidemment, certainement pas, mais quelque chose qui permette de mettre fin à cette glorification de la guerre. On a de nombreux livres, de nombreux films qui glorifient les victoires militaires. Et il va falloir changer ça, sinon le monde cessera d'exister, parce que maintenant nous avons des capacités de destruction largement supérieures. Donc, vous avez raison de soulever le problème, mais comment osez-vous être pessimiste ? Il faut être optimiste. C'est la seule solution, c'est le seul choix qui s'ouvre à vous. Donc ne vous laissez pas abattre. Monsieur et cher ami, je me permets de vous dire cher ami, puisque vous êtes mon libérateur, je voudrais vous rappeler, c'était hier, 66 ans passés, que vous nous avez libérés de Buchenwald. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, après la libération de Buchenwald, nous sommes restés plusieurs semaines à Buchenwald, car aucun pays ne voulait nous accueillir. Aucun pays ne voulait accueillir un enfant juif. Et la France nous a accueillis au bout de 6 semaines. Parmi nous, il y avait Elie Wiesel, dont vous connaissez certainement, les rabbins, le grand rabbin Lau, le grand rabbin d'Israël, et aucun pays ne voulait nous accueillir. Et je voudrais vous dire qu'on nous a même dit en France que la France ne peut pas accueillir des épaves qui mettront 20 à 25 ans à mourir. Et vous voyez, 66 ans après, je suis toujours là. Et je voudrais aussi vous rappeler que sur toute ma famille, nous étions 80 personnes, nous sommes restés 4 coussins. Donc 2 vivent aux États-Unis, 1 à Manchester et moi ici. Alors que nous étions tous déportés de Pologne. Et en Pologne, on n'en parle pas tellement, il y avait 3 millions de Juifs, 3 millions et demi de Juifs, donc 3 340 000 ont été exterminés. Et il n'y a jamais eu aucun dédommagement pour la mort des parents, pour la spoliation. Jamais nous avons touché 1 centime
pour ce dommage-là. Merci. Well, thank you very much for your comment. Merci beaucoup I'm very glad pour that ces you are here commentaires. and alive. Je suis très content que vous soyez parmi nous et bien vivant. Vous savez, je n'ai pas fait ça tout seul. L'ensemble de l'armée des États-Unis était avec moi. Mais vous avez bien décrit ce qui s'est produit dans les camps au moment de leur libération. Certains des prisonniers se sont enfuis en courant et se sont mis à tuer tous les Allemands qu'ils pouvaient trouver. Ils rentraient dans leur maison. Il ne restait pas que des gens complètement affaiblis. Il y avait des soldats français, par exemple, qui avaient été internés, qui avaient, par exemple, participé à la guerre d'Espagne, ou des prisonniers de guerre qui étaient encore physiquement capables, et donc qui sortaient et qui cherchaient la vengeance. Donc il a fallu que nous refermions les camps pour essayer de rapatrier ces gens de manière systématique dans différents pays qui leur refusaient l'accès. C'était simplement des gens qui voulaient rentrer chez eux ou savoir où se trouvait leur famille. Donc il s'est agi d'un moment de grand chaos. Et évidemment, le problème du dédommagement a été immense. Je pense avoir été le premier individu au monde à travailler sur la question de la restitution des biens. Je me suis autoproclamé président de l'organisation de la restitution des biens juifs pour essayer de trouver les biens juifs en déshérence ou les entreprises juives en déshérence dont on pensait qu'elles avaient été saisies auprès de juifs qui avaient péri. Et nous essayons de le récupérer. Parfois, il y avait un acheteur de bonne foi qui avait dit « Bon, écoutez, moi j'ai acheté cette maison, les Américains l'ont bombardée, je souhaite être compensé. » Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, vous avez bien décrit le chaos qui existait à l'époque. Mais le fait que vous soyez ici parmi nous fait chaud au cœur, vous avez l'air en pleine forme. Et tout ça montre que nous avons vraiment essayé de sauver ceux qui pouvaient l'être. Nous avons essayé d'aider ceux qui avaient besoin d'aide et nous l'avons fait. Nous continuons à les aider. Ces organisations existent encore. Les Allemands ont encore une fondation pour l'avenir et le passé qui consacre 10 milliards de dollars pour aider principalement les Juifs d'Europe orientale et certains non-Juifs qui avaient été victimes des compensations et n'avaient pas été dédommagés. Nous avons essayé d'avoir des compensations égales entre Juifs et non-Juifs, puisqu'il n'y avait pas que des Juifs dans les camps, comme vous le savez. Donc c'est une page compliquée et tragique de l'histoire. Et nous espérons en apprendre quelque chose, et nous espérons qu'il faut comprendre que chaque être humain doit être traité comme un être humain, et c'est cela que je prêche sur les routes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais il ne faut jamais cesser d'essayer. Une autre question au fond. Monsieur au fond à gauche, s'il vous plaît. Oui, vous avez indiqué que vous étiez un optimiste. Et vous avez aussi indiqué que pour l'avenir, vous préconisiez le développement des règles de droit, ce qui est certainement aussi une procédure tout à fait louable, mais sans doute effectivement relevant beaucoup d'optimisme. Et à court terme... Should I repeat? I have difficulty hearing you. Can you speak into the mic, please? Yes, I'm trying to. Okay, I'll say it in French. Je disais que vous étiez un optimiste et que vous préconisiez pour l'avenir, pour résoudre les problèmes touchant les situations de droit de l'humanité, au développement des règles de droit. Mais cependant, ceci risque d'être applicable dans un futur pas si proche. Et dans l'entretemps, les actions criminelles se poursuivent dans beaucoup de pays. Dans ces conditions, je voulais vous demander ce que vous pensiez du droit d'ingérence. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis à ce sujet?
As I understand your question, you say that Alors, si j'ai bien optimists have to compris wait votre a long question, time les because it optimistes takes a doivent long time être to develop. patients In the parce meanwhile, qu'il faut people are développer les choses et suffering. que les gens And, continuent à souffrir entre-temps. Is there not a right of Et humanitarian est-ce intervention? qu'il existe un which is droit now called the d'intervention humanitaire, ce responsibility qu'on to appelle protect, maintenant RTP. le devoir de protéger, la responsabilité de There protéger? is a real problem C'est un vrai problème. of the kind that you describe. Ce The problème law does existe. not allow you to Le intervene droit because ne you permet don't get pas Security Council d'intervenir approval to parce use que force. on n'a And yet pas people l'autorisation on du the ground Conseil are being de killed. sécurité d'utiliser Kosovo, la force. good example. Le Kosovo en est un bon exemple. Srebrenica and so on. Srebrenica aussi. Some nations say, well, we have a duty Certains to pays disent protect, oui, we're nous going avons to un send our devoir de troops in and protéger, donc protect. nous allons faire entrer nos troupes et protéger ces populations. Well, you're beginning to play a very dangerous game. Là, on commence they're à ignoring jouer the law, avec le feu. claiming Parce que a moral ignorer basis for it, la which may loi, be true, ignorer le or droit may not be true. sur un fondement moral, It may be a cover-up. est-ce que c'est vrai? for Est-ce que c'est protecting vraiment a un fondement particular moral? economic interest Est-ce qu'on veut or some protéger other un intérêt interest. économique? Est-ce qu'on veut We protéger had a un similar autre type problem in d'intérêt? Nuremberg sometimes. Le problème It s'est come posé up. à Nuremberg. And we solved that problem, and Pour we nous, did et nous also avons with the résolu ce International problème. Criminal Court in the statute Et saying that dans the le judges statut and the également de la Cour pénale prosecutor internationale, must take into il est consideration dit all que of le the juge facts doit and prendre en circumstances considération l'ensemble des of the event circonstances which is called a crime, de l'événement so that qualifié if de it crime. was done for a Pour humanitarian considérer que, reason, par exemple, s'il a été that fait would pour une appear raison in mitigation of humaine the ou sentence, humanitaire, or the prosecutor cela pourrait être deciding pris comme not une to circonstance prosecute with the atténuante, consent ou of alors, 3 of the judges to it. avec l'accord de So, 3 des juges, You cannot say il serait that the possible law de is laisser tomber les binding and poursuites. yet say Donc when on you ne peut decide pas à la that it's fois humanitarian dire to que le ignore the law, droit it's s'applique okay. à tous, That's mais too que dangerous quand a game. The law has to apply il le equally faut to pour des raisons everyone, humanitaires, everywhere, on peut all s'en the time, dispenser. nations Il doit and s'appliquer à people. tous et à tout And if moment. there is a situation, as there can be, Et s'il existe une situation where the law is not working, où where you ce see droit ne cruelties fonctionne occurring, pas, où and l'on you voit intervene, des actes de cruauté it's not et legal, qu'on intervient, but it's ça n'est pas legitimate, as they say légal, now, mais c'est légitime, comme but on it dit de doesn't nos jours. excuse the crime. Mais ce n'est Explain pas it to une the court excuse and hope du that you will crime. be given Il faut due l'expliquer au consideration tribunal et il faut required by the espérer statute qu'on aura, for the humanitarian motivation, si and l'on est that will either jugé, mitigate the on pourra sentence, dire, reduce the obtenir des sentence, or circonstances they will not try you atténuantes at ou all. simplement That's how the que correct le way to do it procès, until you que can l'on change puisse the être acquitté. law to define what humanitarian intervention is Il faut acceptable. ensuite avoir That hasn't been done yet. un droit qui définisse ce qu'est une intervention humanitaire acceptable, mais c'est un droit qui n'existe pas pour l'instant. Une très courte question sur ces 22 membres d'Einsatzgruppen que vous avez donc mentionnés. Vous avez vous-même mentionné qu'il s'agissait d'un échantillon. Je voulais savoir très précisément comment vous avez eu cet échantillon. Pourquoi ces 22-là? Comment les avez-vous trouvés? Yes. Very good question. The question is, how come Excellente question. and how did you pick Pourquoi ces 22 et comment ont-ils été choisis? Je vous ai expliqué qu'on n'avait que 22 fauteuils dans le box des accusés sur 30 000 criminels de masse. J'ai envoyé des instructions à nos agences de renseignement, à l'ensemble des camps de prisonniers. Je leur ai dit, si vous trouvez quelqu'un dont vous savez qu'il est membre, un ancien membre des Einsatzgruppen, veuillez faire un rapport au QG qui se trouvait à Nuremberg et je vais les examiner. Tout d'abord, je choisissais par grade, c'est-à-dire je choisissais les plus hauts gradés. Et ensuite, je regardais si j'avais des preuves dans lesquelles se trouvait leur nom dans les différents rapports. Et parfois, j'avais un rapport direct établi entre le rapport qui indiquait qu'il était le commandant de telle ou telle unité et le nombre de personnes assassinées sous sa responsabilité. Donc lui, c'était bien, on pouvait le mettre dans le box. Donc je les examinais et ensuite, deuxième critère que je recherchais était le niveau d'éducation. La plupart de mes accusés détenaient des doctorats. Voilà, ça vous dit beaucoup de choses sur ce que je pense sur les gens qui ont des doctorats. Ça a beaucoup compté aussi dans nos critères de sélection. Et entre les deux, entre les hauts gradés et ceux qui avaient des doctorats, j'ai vite rempli mon box des accusés. Donc je choisissais les plus hauts gradés.
qu'on détenait. Parce qu'évidemment, si le type est en Argentine, vous perdez un peu votre temps. Donc j'ai simplement dû saisir les poissons que j'avais sous la main. Merci beaucoup à tous. Nous allons arrêter ce soir. Monsieur Ferret est assez fatigué. Alors, une dernière question pour vous, monsieur. Une question pour le rescapé. Donnez-lui une chance. Il y a survécu quand même. Effectivement, j'ai été déporté à Auschwitz d'abord, ensuite à Dachau. J'ai été libéré à Dachau par les Américains le 29 avril 1945. Et ma question est le suivant. Quand nous étions déportés au printemps 1944, bien que j'écoutais le BBC Londres et puis également la Voix d'Amérique, depuis le sortie de l'Italie de la guerre, sous l'égide de maréchal Badoglio. Donc, pendant 8 mois, j'ai écouté jour après jour, quelquefois jusqu'à 4 fois le BBC, de temps en temps la Voix d'Amérique. Jamais ils nous ont prévenu qu'est-ce que c'est la déportation. Ils n'ont même pas utilisé le mot déportation. Nous ne savions rien, bien que ça fait déjà 3 ans que les chambres à gaz fonctionnaient à Auschwitz et ailleurs. Ma question est le suivant. Vous, qui êtes américaine, vous êtes arrivé en 1920, en 1943, vous avez passé votre doctorat, donc c'était en 1943. Vous étiez tout de même avisé, vous lisiez, vous écoutez également les nouvelles. Quand est-ce que vous avez appris l'existence de camps d'extermination et quelle était l'opinion générale à l'époque à ce sujet aux États-Unis? That's a very good question. C'est une très bonne question, parce qu'il n'existe pas de réponse précise. Mais en 1944, certainement, nous savions qu'il existait un grand camp d'extermination à Auschwitz. Nous avions des photos de l'usine. On connaissait Buna, on connaissait Monowitz. J'ai vu moi-même les photographies aériennes qui avaient été prises et un grand débat a eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait? Et certains disaient bombarder le crématorium pour arrêter ces meurtres. D'autres disaient bombarder les voies ferrées pour empêcher les transports d'atteindre Auschwitz, les convois d'atteindre Auschwitz. Et il se trouve que je connaissais assez bien le responsable à Washington qui s'occupait de cela. Ils étaient plusieurs à s'en occuper. L'un était un conseiller juif de Roosevelt. L'autre était John McCloy, qui est devenu haut-commissaire en Allemagne à la suite de la guerre. Mais c'est également lui qui est responsable de l'amnistie d'un grand nombre de mes accusés des Einsatzgruppen. Donc je le connaissais bien. Et je travaillais en Allemagne à l'époque sur la restitution. Je le rencontrais 2 ou 3 fois par semaine. Et nous en avons beaucoup discuté. Nous avons beaucoup discuté de votre question. Nous savions, oui. L'opinion publique, non. C'était pas dans le New York Times. Il n'y avait pas des photos de crématorium dans le New York Times. Mais nous savions qu'il y avait une œuvre d'extermination en cours. Nous savions qu'ils les tuaient et qu'ils les brûlaient. Je leur ai dit, pourquoi vous n'avez pas bombardé? Bombardez au moins les voies ferrées. Et il a dit, nous y avons pensé. Mais si vous bombardez les voies ferrées, voilà un train qui arrive. Et il suffit de remplacer les rails. Ça ne sert à rien.
Si vous bombardez l'usine, tout d'abord, pour les vols à basse altitude comme ça, c'était les Anglais qui pouvaient s'en charger parce qu'ils avaient le type d'appareil qui pouvait s'occuper de ces bombardements à basse altitude. Alors que là, ils venaient plutôt en vol de nuit et à basse altitude. Il n'y avait que les Britanniques qui pouvaient le faire. Mais les Britanniques, selon McCoy, étaient influencés politiquement. Les Britanniques n'avaient pas envie de se fâcher avec les Arabes. Et ils ont dit, bon, écoutez, d'abord, il faut qu'on gagne la guerre. On ne peut pas gaspiller nos avions pour essayer de... McCloy a dit, avec Ben Rosen, je crois, le conseiller juif, qui a joué un rôle important, il a dit, notre principale considération, c'est que les bombardements ne sont pas très précis et que si l'on tue les prisonniers, imaginez l'outil de propagande que ça ferait pour les nazis. Regardez, les Américains viennent et ils bombardent des prisonniers. Et donc, on a décidé de ne pas courir le risque. Donc déjà, les Britanniques n'avaient pas envie de le faire et les Américains n'avaient pas la capacité de le faire. On s'était divisé le travail. Et détruire la voie ferrée, ça ne marcherait pas, puisqu'en fait, il ferait descendre les déportés des trains et il les assassinerait au bord des voies. Et je sais que McCloy était un homme honnête, même s'il a fait libérer un certain nombre de mes accusés. C'était un homme moral et honnête, et c'est un problème qui l'a beaucoup préoccupé. Mais c'est la conclusion à laquelle il est arrivé. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, moi je ne suis peut-être pas d'accord, mais vous m'avez demandé de vous répondre, et je vous ai répondu de façon ouverte et honnête, à ma façon, à une question dont personne n'a vraiment la réponse. Nous sommes obligés d'arrêter là, Monsieur Ferencz, c'est fatigué. Thank you. Thank you.